Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer la moyenne d'un échantillon avec la moyenne d'une population dans un environnement paramétrique. Alors posons tout de suite le décor et expliquons plus en détail ce que cela signifie. Comparer la moyenne d'un échantillon avec celle d'une population revient à se demander si l'échantillon partage les mêmes caractéristiques statistiques que la population considérée. Autrement dit, on se demande si l'échantillon provient de la population et en est représentatif. Dans un environnement paramétrique, cela signifie que les tests que nous allons évoquer ici supposent que quelques conditions soient remplies par rapport aux caractéristiques statistiques des séries de données étudiées. Si ces conditions ne sont pas remplies, alors on utilisera des tests équivalents mais non paramétriques. Nous y reviendrons par la suite. Bien évidemment, comme l'objectif est de comparer des moyennes, il faut qu'on puisse initialement calculer des moyennes, autrement dit, qu'on ait affaire à des variables quantitatives. Autre précaution majeure, les valeurs qui sont recensées ne doivent pas être appariées, c'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucun lien entre les valeurs autres que la nature de ce qu'elles représentent. Par exemple, il ne peut pas s'agir de couples de valeurs mesurés par binôme sur de mêmes individus avant et après traitement, sinon elles seraient appariées. Alors reprenons tout d'abord le cas du test Z. On dispose donc d'un échantillon de n valeurs quantitatives indépendantes, et on peut donc en calculer sa moyenne petit m et son écart type petit s. On souhaite comparer la moyenne m à la moyenne mu d'une population de référence pour laquelle on connaît également son écart type sigma. Si les conditions de normalité et de taille de l'échantillon sont également remplies, on peut alors envisager d'utiliser le test Z. Le test Z est un test d'hypothèse. Il faut donc commencer par formuler les hypothèses. On va donc avoir H0 qui pourra être formulé comme une absence de différence significative entre la moyenne de l'échantillon et celle de la population de référence. Par exemple, on pourra écrire H0 ainsi: les moyennes m et mu ne sont pas significativement différentes au seuil de risque alpha, et on peut suggérer que l'échantillon provient bien de la population de référence. L'hypothèse H1 étant opposée à H0, elle proposera au contraire qu'il existe une différence significative entre m et mu. La non-égalité suggérée ici est symétrique. Elle diffère d'une inégalité qui postulerait que petit m serait supérieur ou bien inférieur à mu. Le test Z permettra donc d'arbitrer entre ces deux hypothèses, mais comme nous faisons des statistiques, il s'agit bien de calculs probabilistes et non déterministes. Autrement dit, il demeure toujours un risque d'erreur dans les résultats qui sont proposés. Le risque d'erreur le plus commun, c'est le risque alpha. Il désigne le risque de se tromper en rejetant H0, alors qu'en réalité, H0 est vrai. Le risque alpha est fixé par le statisticien en fonction de la situation qu'il étudie et du risque d'erreur qui lui paraît acceptable. Par défaut, on fixe souvent alpha à 5%, c'est le seuil que nous utiliserons d'ailleurs ici. On calcule la statistique Z à l'aide des moyennes, de l'écart type de la population et de la taille de l'échantillon. Cette valeur calculée est vouée ensuite à être comparée à une valeur Z critique qui est lue dans la table qui convient. Il faut alors aller lire la valeur critique de Z dans la table adéquate, et il faut bien faire attention à la présentation de la table, notamment au fait qu'elle reporte des valeurs critiques pour un risque unilatéral ou bien bilatéral. Si on considère une distribution bilatérale, alors le risque alpha de se tromper se retrouve réparti à part égale sur chaque queue de distribution, et on a en fait un risque de alpha sur 2 à gauche et à droite de la distribution. Typiquement, si alpha est égal à 5%, on obtient une valeur critique de Z qui est égale à 1,96. On compare ensuite cette valeur critique à la valeur calculée précédemment. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur critique de la table, alors on peut rejeter H0 et affirmer, toujours au risque d'erreur alpha, que l'échantillon ne provient pas de la population de référence, puisqu'il n'a pas la même moyenne. Et si la valeur calculée est inférieure à la valeur critique, alors on ne peut pas rejeter H0, et on ne peut pas affirmer que l'échantillon et les populations ne partagent pas les mêmes caractéristiques statistiques.
Prenons un exemple plus concret. On a Foodie Street, qui est une société qui gère un ensemble de food trucks répartis dans plusieurs quartiers urbains. Le gérant s'intéresse au temps d'attente des clients avant qu'ils ne soient servis. Cette variable est suivie depuis de nombreuses années car c'est un élément critique pour la satisfaction des clients. Historiquement, le temps d'attente moyen est de 4,5 minutes en base 10 et l'écart type des valeurs est de 1,2 minutes. Or, une modification de la procédure de travail a été apportée il y a un mois. Un échantillon de 36 valeurs de temps d'attente au cours du mois écoulé fait apparaître un temps d'attente moyen de 5,1 minutes. Le gérant se demande finalement si la modification de procédure a eu un impact sur le temps d'attente des clients. Les hypothèses que l'on peut formuler sont donc les suivantes. H0, petit m n'est pas significativement différent de mu, c'est-à-dire que la nouvelle procédure n'a pas eu d'impact significatif sur le temps d'attente. Et H1, petit m, est significativement différent de mu, c'est-à-dire que la nouvelle procédure a eu un impact significatif sur le temps d'attente. Une fois ces hypothèses formulées, on peut calculer notre statistique Z en reprenant la formule donnée précédemment, et on voit qu'on obtient ici la valeur de 3. Il faut donc à présent chercher la valeur critique Z dans la table. Ici, on utilise toujours le seuil critique par défaut de alpha égale 5%, et on voit qu'on retrouve la même valeur de Z qui est de 1,96. On peut donc comparer les deux valeurs et observer que la valeur de Z calculée est supérieure à la valeur critique lue dans la table. On en conclut donc qu'on peut rejeter H0 et affirmer par conséquent que l'introduction de la nouvelle procédure a bien eu un effet significatif sur le temps d'attente des clients. On peut même aller plus loin en tentant de situer la valeur de Z qui est calculée dans la table. On ne tombe pas sur une valeur juste, mais on peut s'apercevoir que la valeur 3 pourrait être insérée quelque part entre 0 et 0,01 pour valeur de risque alpha, ici dans le rectangle bleu. On peut donc même préciser qu'on prend moins de 1% de risque de se tromper en affirmant que la nouvelle procédure a eu un impact sur le temps d'attente des clients. Voilà donc pour la présentation du test Z de comparaison de moyenne. Alors imaginons à présent qu'on dispose d'un échantillon de n valeurs dont on peut calculer la moyenne petit m et l'écart type petit s, et d'une population de référence dont on ne connaît que la moyenne mu, mais pas l'écart type sigma. Le test Z devient alors inapplicable. On va alors utiliser le test de Student qui est caractérisé par sa statistique T. C'est un test assez similaire au précédent et les conditions d'usage sont très proches, à savoir qu'on doit disposer d'un échantillon suffisamment grand, au moins 30 valeurs, et puis de faire en sorte que cet échantillon suive une distribution normale. Les hypothèses H0 et H1 sont semblables à celles du test Z. H0 postule l'absence de différence significative entre M et mu, tandis que H1 postule l'inverse. Dans la formulation de H1, on peut là encore prévoir que ce soit un test bilatéral ou bien un test unilatéral, selon l'énoncé du problème. Dans le cas d'un test unilatéral, on postule que M est soit supérieur, soit inférieur à mu. Donc, à la différence d'un test bilatéral qui postule une inégalité, le test unilatéral précise le sens de l'inégalité. L'usage du seuil de risque alpha est là encore identique à celui du test Z. La statistique calculée pour le test de Student est semblable à la statistique calculée pour le test Z, à cette différence près de l'écart type au dénominateur. Dans le test Z, on utilise l'écart type de la population. Dans le test de Student, on utilise l'écart type de l'échantillon, puisqu'on ne connaît de toute façon pas celui de la population. De ce fait, on introduit par contre la notion de degré de liberté. Comme on utilise l'écart type petit s de l'échantillon comme estimateur à la place de l'écart type sigma de la population, on a n-1 degré de liberté. C'est-à-dire que l'estimateur S est calculé en divisant le carré de la somme des écarts par n-1 et non par n. Une fois la statistique T calculée, on procède comme précédemment et on la compare à une valeur T critique issue de la table de Student cette fois-ci.
Attention, la table est construite un peu différemment de la précédente, puisqu'il faut croiser à la fois le niveau de risque alpha avec le nombre de degrés de liberté n-1. Prenons un autre exemple pour illustrer la démarche qu'on vient de présenter. L'entreprise Chocomiam fabrique et commercialise des barres chocolatées habituellement consommées en guise d'encas. Ses dirigeants sont particulièrement attentifs au respect des quantités de matières premières qui sont utilisées et du grammage des produits finis qui doit être calibré à 6,03 onces, puisque ici on est sur le marché américain. Pour contrôler ce grammage, le responsable de qualité prélève un échantillon aléatoire de 50 barres chocolatées et les pèse précisément et individuellement. La moyenne des 50 valeurs obtenues s'établit à 6,034 onces et l'écart type est à 0,02 onces. La question posée est la suivante. L'échantillon prélevé permet-il d'affirmer que les barres chocolatées sont trop lourdes par rapport au poids de référence de 6,03? Pour répondre à cette question, le responsable de qualité souhaite être prudent et va de ce fait utiliser un seuil de risque alpha qui va être cette fois-ci de 1%. On commence donc par poser les hypothèses. H0 va postuler qu'il n'y a pas d'écart significatif entre le poids moyen des 50 barres chocolatées prélevées dans l'échantillon et la prescription de poids qui est visée. Comme la question posée est asymétrique, on interroge un excès de poids. On est dans le cas d'un test unilatéral et l'hypothèse H1 va donc postuler que le poids moyen des 50 barres de l'échantillon est bien significativement supérieur au poids ciblé. On calcule ensuite la statistique T à l'aide de la formule qu'on a vue et on trouve un résultat de 1,414. Ce T calculé doit ensuite être comparé à un T critique, lu dans la table de Students, unilatéral. On repère bien pour cela que nous travaillons avec un degré de liberté de 49, puisqu'on a 50 valeurs, donc 50 moins 1 donne bien 49 degrés de liberté, et on a un risque alpha qui est ici de 1%. On tombe ainsi sur la valeur de 2,4049. On constate donc que le T calculé est inférieur au T critique lu dans la table, ce qui ne nous permet pas de rejeter H0. On peut ainsi affirmer, avec un risque d'erreur de 1%, que les valeurs de poids trouvées dans l'échantillon des 50 barres chocolatées n'est pas significativement supérieure au poids visé de 6,03 onces. Voilà donc comment on peut comparer, pour des valeurs indépendantes, la moyenne d'un échantillon avec celle d'une population dans un environnement paramétrique, c'est-à-dire notamment en ayant vérifié la normalité des distributions. Si cette condition n'est pas respectée, on utilise un équivalent non paramétrique. Ici, on pourrait utiliser l'estimateur de Hodge-Lehmann. On peut aussi réétudier cette même question de comparaison de moyenne entre un échantillon et une population, mais cette fois-ci pour des valeurs appariées, c'est-à-dire des valeurs qui sont liées entre elles par binôme, comme c'est le cas notamment lorsqu'on mesure un paramètre chez un même individu avant et après un traitement. Là aussi, des tests existent, mais ça, on les verra, ce sera pour une autre vidéo.